Nous poursuivons le cours de SST2 et nous abordons aujourd'hui les contraintes normales de flexion. Notre objectif est également de rechercher une représentation, un modèle qui va nous permettre de décrire les efforts internes dans les structures. En SST1, nous avons introduit un premier modèle de représentation de ces efforts internes. C'est un modèle très simple, basé sur le calcul de trois sollicitations. Le moment fléchissant, l'effort normal, l'effort tranchant. Ce sont trois efforts internes qui sont orientés dans trois directions perpendiculaires de l'espace et appliqués au centre de gravité d'une coupure. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est évidemment très simple. L'inconvénient, c'est que nous n'arrivons à décrire dans la structure que les efforts internes observés au centre de gravité de la structure. À présent, nous allons introduire une nouvelle manière d'aborder ces efforts internes. Cette manière, ce modèle, il s'appelle le modèle des contraintes. Donc on va se rendre compte, quand on regarde un peu de près ce passage des sollicitations contraintes, que pour les sollicitations, nous avions donc trois directions pour trois efforts appliqués au centre de gravité. Dans la représentation en contrainte, tout va se passer sur deux axes. L'axe normal à la section, l'axe X ici qui va porter ce qu'on appelle les contraintes normales, sigma, et l'axe tangentiel, l'axe Z ici, qui va porter les contraintes tangentielles, tau. Donc, on passe d'un modèle à trois composantes pour décrire les sollicitations ou les efforts internes qui s'appellent les sollicitations en un seul point dans trois directions, à un modèle qui va nous permettre de visualiser des efforts internes sur toute la section, en revanche, uniquement dans deux directions, la direction normale, qui donnera donc une représentation en tout point de la section des contraintes normales sigma, et une direction Z tangentielle qui nous donnera la représentation des contraintes tangentielles en tout point de la section dans cette direction. Quand on regarde les choses de près, on voit qu'il y a des choses qui vont être très faciles à comprendre. L'effort normal, il est dirigé suivant la direction normale, la direction X, la même direction que les contraintes normales. Donc on s'imagine assez facilement que l'effort normal va produire uniquement des contraintes normales, sigma, dans la même direction X. Pour l'effort tranchant, c'est à peu près aussi simple. L'effort tranchant est dirigé suivant l'axe Z. Il va nécessairement produire, s'il produit des contraintes dans la direction Z, des contraintes de cisaillement qu'on appelle taux. Pour le moment fléchissant, c'est peut-être un peu moins immédiat. Et c'est cette question qu'on va se poser ensemble maintenant. Pour savoir si le moment fléchissant produit des contraintes dans la direction X, donc des contraintes normales, ou dans la direction Z, des contraintes tangentielles, nous allons regarder ces trois petites illustrations. On prend une poutre sur deux appuis avec une charge centrale, donc un cas de flexion simple. Nécessairement, ce cas de chargement, il va induire un effort tranchant, donc des contraintes tangentielles liées à l'effort tranchant, et un moment fléchissant. Ce moment fléchissant, si on regarde la figure de droite, on voit qu'il va amener la poutre à se cintrer, et on sent assez intuitivement qu'en se cintrant, la poutre va avoir dans sa partie supérieure une contraction, donc des efforts suivant la direction X qui vont contraindre la matière à se comprimer, et sur la partie inférieure, on voit nécessairement que pour avoir cette forme-là, il faut qu'il y ait des petits efforts suivant la direction X qui amènent la structure à s'allonger. Donc intuitivement, on va pouvoir en déduire que le moment fléchissant, il produit des contraintes normales et uniquement des contraintes normales dans la direction X. À partir de maintenant, on sait que l'effort normal va produire des contraintes suivant la direction normale, donc des contraintes normales sigma et des déformations associées epsilon, et le moment fléchissant va également produire des contraintes normales de même nature, sigma, et des déformations epsilon. Pour l'effort normal, on a déjà vu ça dans les cours précédents, on va avoir une répartition des contraintes qui est uniforme, donc la même valeur de la force qui est la contrainte en tout point de la section, avec une relation très simple qui dit que la contrainte normale, c'est l'effort normal, n, divisé par l'aire de la section. Et que les déformations sont proportionnelles à ces contraintes via un paramètre qui est propre au matériau, qui est le module Young, avec la relation sigma égale E fois epsilon. Donc, et on va voir donc de fait que, puisqu'il y a une proportionnalité entre contraintes et déformations, les déformations également admettent une répartition complètement uniforme
dans toute la section, donc avec la même valeur d'allongement ou de contraction, suivant que l'on est dans un cas de traction ou dans un cas de compression. Pour le moment fléchissant, on a vu intuitivement, et c'est notre petite figure que je vous ai remise ici, qu'un état de flexion, donc une charge sur une poutre simplement appuyée, va conduire, dans le cas de la figure, à, à des efforts de compression en partie haute et des efforts de traction, de tension en partie basse. Et ces efforts, on sent bien qu'intuitivement, ils vont être dirigés suivant la direction X, donc être le résultat de l'apparition de contraintes normales liées au moment fléchissant. La formule qui va nous permettre de calculer ces contraintes sous l'action d'un moment fléchissant est donc proportionnelle à la présence du moment fléchissant, sigma égale m, que divise le moment quadratique, l'inertie, que l'on a vu précédemment dans les cours de la semaine dernière, et que multiplie z, qui va être l'altitude dans la section avec une origine qui est le centre de gravité. Donc plus on va s'éloigner du centre de gravité, plus on va avoir un z important, jusqu'à arriver soit en partie supérieure de la poutre, soit en partie inférieure de la poutre. Donc z, c'est bien l'altitude dans la section ayant pour origine le centre de gravité. Dans cette formule, il y a un moins qui correspond tout simplement à la convention de signe qu'on adopte lorsqu'on calcule le moment fléchissant en force à droite. Si l'on se concentre sur la figure qui est en bas au milieu de la page, vous voyez que j'ai pris une représentation d'une section, j'ai mis un moment positif appliqué au centre de gravité de ces sections, et on voit bien que ce moment, le sens de ce moment, physiquement, on pourrait interpréter ça comme ça, il va faire pivoter la section qui est verticale, qui est sur l'axe Z, autour du centre de gravité pour devenir la section inclinée que j'ai dessinée en rouge. Nécessairement, si l'action de ce moment consiste à faire pivoter cette section autour du centre de gravité, on voit qu'il faut générer des petites forces, que j'ai mis dF, qui vont pousser la matière en partie supérieure, et donc c'est une représentation de nos contraintes, et forcément, nécessairement, en partie inférieure. Puis pour que notre section pivote comme ça, il faudra qu'on ait des petites forces qui tirent, et non pas qui poussent, cette fois-ci, qui poussent en partie inférieure. C'est bien ça la représentation des contraintes, et c'est bien ça qu'il faut visualiser et comprendre. À présent que nous avons posé la relation qui permet de lier les contraintes au moment fléchissant, il faut qu'on en fasse une représentation. Donc vous avez en bas de la diapositive la représentation des contraintes donc, liées à un moment fléchissant, donc ces contraintes normales, sigma, qui va avoir une forme triangulaire, avec en partie haute, ici dans le cas présent, des contraintes de compression. Les efforts, les contraintes vont pousser sur la matière, et en partie inférieure, donc des contraintes de traction avec des efforts qui vont tirer sur la matière. Nécessairement, la loi de Hooke, donc la relation entre les contraintes et les déformations, c'est ça qu'on appelle la loi de Hooke, qui fait intervenir le module Young, donc une propriété intrinsèque au matériau, propre au matériau, sa rigidité, va s'appliquer également, comme pour l'effort normal et comme pour les contraintes liées à l'effort normal. Donc on va trouver une proportionnalité entre contraintes et déformations, et donc nécessairement, si les contraintes ont une répartition triangulaire, les déformations vont avoir également une répartition triangulaire. Donc on va trouver qu'en partie supérieure, sous l'effet de ces contraintes, la matière se comprime, et qu'en partie inférieure, sous l'effet des contraintes aussi de traction, la matière s'allonge. Donc la répartition est triangulaire aussi bien pour les contraintes que pour les déformations dans le cas de la présence d'un moment fléchissant. Pour finir ce cours, on va regarder comment on peut généraliser les états de contrainte. Dans une section, ici par exemple une section en I, donc qui est une section de poutre, on peut très bien avoir deux cas de chargement, un cas de chargement vertical et un cas de chargement horizontal. Ces cas de charge qui vont adresser deux axes, on va les retrouver en général dans les éléments qui supportent les couvertures, en toiture par exemple, ou en support de bardage. Et donc, si on a une force suivant l'axe Z et une force suivant l'axe Y, on va générer un moment fléchissant d'axe Y et un moment fléchissant d'axe Z. Ces deux moments fléchissants vont créer des contraintes, et dans l'espace des contraintes, l'action de ces deux moments fléchissants va pouvoir s'additionner. Donc on va pouvoir avoir une contrainte totale qui va être la somme des contraintes liées au chargement PZ qui crée MY et liées au chargement PY qui crée MZ.
Donc là, on est typiquement dans la possibilité de cumuler dans l'espace des contraintes les effets de deux sollicitations portées par des axes pourtant différents. Ici, à présent, ce qui va nous importer, c'est de regarder ce qui se passe quand on va avoir un chargement sur trois axes d'une même pièce. Ici, un chargement Px, donc dirigé suivant l'axe X, un chargement Py dirigé suivant l'axe Y, et un chargement Pz dirigé suivant l'axe Z. On est ici dans ce qu'on appelle un cas de flexion composée. Ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir à la fois des efforts normaux et en même temps des moments fléchissants. Quand on a un effort normal, exprimé dans l'unité d'une force, en newton, et un moment fléchissant, exprimé dans l'unité, sa propre unité, c'est-à-dire une force, donc des newtons fois une longueur, des mètres, donc newton-mètre, on voit très bien que ces deux objets, on ne peut pas les cumuler dans l'espace des sollicitations. En revanche, dans l'espace des contraintes, on va pouvoir les cumuler tout simplement parce qu'ils adressent in fine la même unité, l'unité d'une contrainte, qui est le mégapascal. Et donc, on va pouvoir cumuler l'effet d'un effort normal avec l'effet d'un moment fléchissant, voire avec l'effet de deux moments fléchissants, comme ici, présenté dans le cas le plus général possible. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexion composée, et vous verrez plus tard, en cours de structure, que finalement, c'est le cas de charge qui est souvent dimensionnant dans les portiques, dans les éléments de structure principaux de nos constructions. Donc, c'est une formule qui est évidemment très importante à photographier et à retenir, en retenant surtout que la philosophie, c'est que dans l'espace des sollicitations, on calcule les objets dont on ne peut pas imaginer le cumul. Dans l'espace des contraintes, on a des objets qui sont des contraintes et qui peuvent se cumuler. Donc on va pouvoir additionner l'effet d'un effort normal et l'effet d'un moment fléchissant, justement parce qu'on est dans l'espace des contraintes. Pour finir cette vidéo, je vous propose un petit exercice avec son corrigé qui vous permettra d'aller visualiser finalement où vous en êtes par rapport à tous ces enseignements et puis par rapport à ces calculs. Et puis ensuite un petit QCM qu'on pourra faire ensemble lors de la séance de lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne vision. Vous verrez qu'il y a souvent des petits bruits de fond qui correspondent à des bruits de chantier. Je suis en chantier occupé. Ça permet de rendre peut-être la vidéo un peu plus immersive. En tout cas, je n'ai pas pu faire autrement que d'accepter ces petites nuisances sonores. Bon courage à vous et à très bientôt.